Le docteur Sandhya Kranti présente ici les parasitoïdes et les prédateurs des insectes nuisibles du coton. Un insecte parasite est appelé un parasitoïde. Ici, sur cette diapositive, nous voyons la distinction entre parasitoïde et prédateur. Un parasitoïde est un insecte parasite, généralement plus petit que l'hôte. Il se développe dans ou sur le corps de l'hôte, achève son cycle de vie aux dépens de l'hôte. Il nécessite généralement un seul hôte pour achever son cycle de vie. Un prédateur lance une attaque planifiée contre l'insecte, nécessite plus d'un hôte pour achever son cycle de vie, généralement plus grand que l'hôte. Une compétition pour la nourriture et l'espace existe entre les prédateurs. Les prédateurs, bien que présents tout au long de la campagne, sont les plus observés dans les 60 premiers jours de la croissance de la culture du coton, dans un champ où les insecticides n'ont pas été utilisés dans cette fenêtre. Les parasitoïdes sont présents tout au long de la campagne, en particulier lorsque leurs hôtes sont abondants. Ne vous attendez pas à voir une larve de parasitoïde dans les 45 premiers jours après le semis. Les champs de coton biologiques ont un plus grand nombre d'ennemis naturels car leurs hôtes sont également abondants. Le nombre de prédateurs dominants est le plus important au début de la campagne à condition que les parasites soient disponibles. Ils sont nativement présents dans l'écosystème du coton et ont rarement besoin d'être introduits depuis d'autres pays. Ils sont très sensibles aux insecticides. Les coccinelles, aussi appelées coccinélides, se nourrissent de pucerons, de nymphes et de jacides, ainsi que d'œufs de verre de la capsule du cotonnier. En l'absence de proie, elles se nourrissent de miella, produit par les pucerons, de sève végétale et de pollen. Les coccinelles adultes se nourrissent d'environ 50 pucerons par jour, tandis que les nymphes se nourrissent de 150 pucerons par jour. Les œufs sont pondus directement dans les colonies de pucerons pour assurer une disponibilité immédiate de la nourriture dès les premiers instants. Ces prédateurs sont actifs tout au long de la campagne, mais on en voit davantage jusqu'au 60e jour après le semis, en particulier dans les champs de coton non traités aux insecticides. Les insecticides botaniques, tels que l'extrait de graines de margousier ou l'huile de margousier appelée aussi l'huile de Nîmes, ont été jugés sans danger pour les nymphes et les adultes aux doses recommandées. Finissons de voir ici le film avant de poursuivre la présentation. Les lions des pucerons se nourrissent des parasites suceurs du coton sous forme de larves. Les larves du 3e stade sont particulièrement des prédateurs de nymphes du 3e stade des insectes suceurs. Les populations de chrysopes ont été négativement corrélées aux populations de B. tabaci, tout en étant positivement corrélées aux populations de pucerons, de jacides et de cochenilles. Apis gossypii était un hôte préféré. Chaque ver peut consommer 100 pucerons, 329 pupes d'aleurodes et 288 nymphes de cicadelles par jour. Les œufs des chrysophes sont pondus individuellement sur des tiges minces en forme de gouttes et de couleur jaune verdâtre. Voyons maintenant leur pic d'activité.
Ces prédateurs sont observés pendant 45-60 jours après les semis, lorsque les insectes suceurs sont dominants dans le coton. Il est rare de voir C. carnea en fin de campagne, même lorsque la culture est affectée par les pucerons et les alurodes. Voyons maintenant les insecticides et leur toxicité. Les insecticides à base de néonicotinoïdes sont très toxiques pour les chrysopes, tandis que les régulateurs de croissance, tels que la buprofésine et le spirotétramate, ainsi que le fioronil, sont comparativement plus sûrs dans les études menées en Inde. Les œufs et les larves de premier stade de chrysope ne sont pas affectés par les formulations de Nîmes, le marronsier, tandis que le triazophos, l'insecticide couramment utilisé contre les alurodes, est très toxique pour ces derniers. Le spinosade, le spinothérame, le diaphénthiuron ont une très faible toxicité, moins de 10%, et le fipronil, une toxicité de 10 à 20%. Les syrphides sont appelés mouches volantes. Les syrphides adultes se nourrissent de pollen et de nectar. Les stades immatures peuvent être phytophages, saprophages ou zoophages, c'est-à-dire prédateurs. Dans les écosystèmes forestiers, les syrphides sont des indicateurs importants du changement climatique. Voyons leur cycle de vie. Comme la plupart des ennemis naturels, le nombre de syrphes sont sensiblement plus élevés dans les champs de coton traités uniquement avec des interventions biologiques. Les raisons possibles pourraient être que les populations de pucerons, les proies, étaient également élevées dans ces champs. Le pollen, en tant que nourriture, est nécessaire aux femelles adultes pour la maturation du système reproductif, tandis que le nectar floral ne fournit que l'énergie. Le nombre d'œufs pondus par le syrphe adulte dépend de la densité des pucerons et la femelle évite les colonies vieillissantes de pucerons. En raison de leur seuil plus bas de développement, les syrphes sont les premiers et les derniers prédateurs d'insectes à exploiter les zones de proie. Voyons maintenant leur pic d'activité. Les pucerons ont été observés d'octobre à décembre dans les champs de coton du sud de l'Inde et d'août à octobre dans le centre de l'Inde. Leurs populations sont fortement corrélées à la densité de pucerons, des proies, dans le champ et le coefficient de corrélation était de 0,96 dans des conditions non pulvérisées. Voyons maintenant les insecticides et leur toxicité. La cyperméthrine B, le spirotétramate, la pymétrozine et le ticlopride ont été classés comme inoffensifs. Orypus. Les nymphes et les adultes d'Oryus se nourrissent de cicadelles, de pucerons, d'acariens et de tripes. Ils sont également importants pour la prédation des œufs et des jeunes larves d'Helicoverpa, ainsi que les larves adultes d'Anomys flava, semi-lopeur en anglais. Ils aspirent les fluides corporels de leur proie et se déplacent rapidement. Les nymphes et les adultes peuvent se nourrir de pollen en l'absence de proie. Voyons leur cycle de vie. Les femelles adultes développent leurs œufs dans tous les tissus végétaux. Leur pic d'activité. L'Oryus est actif pendant toute la campagne de culture du coton et est principalement actif à l'aube et au crépuscule. Cette punaise préfère se nourrir d'insectes qui se nourrissent d'aliments riches en chlorophylle et sont attirés par les phytoles produits par l'alimentation des proies et ses excréments. Les vibrations provoquées par l'alimentation des proies, quand les proies s'alimentent, peuvent également constituer un indice important. Les insectes retiennent leur proie à l'aide de ces crochets mandibulaires et aspirent le liquide de la face inférieure des larves. De nombreux insectes peuvent se nourrir à partir d'une seule larve. Les adultes sont de meilleurs prédateurs que les nymphes. Voyons leur pic d'activité.
Il est actif dans le coton au stade végétatif maximal et également après l'entrée de la culture dans sa phase de reproduction. La punaise Geocoris se nourrit de pucerons, de jacides, d'œufs et de jeunes larves de vers de la capsule, de myrides, d'acariens et de cochenilles, ainsi que d'Anomis flava, appelé également semi-looper en anglais. Ils sont actifs au début et à la mi-campagne. Voyons leur cycle de vie. Ils sont actifs du début jusqu'à la mi-campagne. Voyons maintenant le cycle de vie. Les adultes et les nymphes ont un corps ovale, une tête large et des yeux globuleux. Ils émettent une odeur fétide lorsqu'on les touche. Les nymphes ressemblent aux adultes, à l'exception de leur petite taille et de l'absence d'ailes complètement développées. Les œufs sont pondus individuellement sur la face inférieure des feuilles et sur les tiges. Les œufs ont une tache rouge distinctive et une seule femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs. La durée de vie des insectes adultes est d'1 mois. Voyons leur pic d'activité. Les géocoris sont généralement actifs de septembre à novembre, au moment du pic végétal et reproductif des cotonniers. Maintenant, voyons les insecticides et leur toxicité. Le flonicamide, le dinotéphuron et le thiodicarbe sont très toxiques, une réduction de 40 à 60% pour le cotonnier. Le benzoate d'émamectine, l'acétamipride, le chlorphénapyr, le fipronil et l'imidaclopride et le spinosate sont très toxiques avec une réduction de 20 à 40%. L'indoxacarbe présente une faible toxicité, réduction de 10 à 20%. Et enfin, le clothiamidine présente une très faible toxicité, une réduction inférieure à 10%. Les araignées nymphes et adultes sont des arthropodes carnivores qui se nourrissent de plusieurs sortes de proies. Leur capacité à rechercher des proies, leur aptitude à fourrager, leur polyphagie, leur facilité de multiplication et leur large éventail d'hôtes en font un prédateur largement répertorié. En plus de se nourrir directement de leur proie, les araignées capturent également des insectes volants plus petits, tels que les alérodes adultes, dans les toiles qu'elles tissent sur les rangs, en particulier dans les systèmes de plantation à haute densité. Voyons maintenant leur cycle de vie. La plupart des araignées rencontrées dans l'écosystème du coton ont un cycle de vie annuel. La durée de vie d'une femelle est plus longue que celle de l'araignée mâle. L'abondance de nourriture augmente le nombre de cocons et le nombre d'œufs. Les araignées consomment jusqu'à 50 larves de chenilles de la capsule, Pseudoptera, dans des conditions contrôlées. Les araignées sont des prédateurs généralistes et peuvent tuer de nombreux insectes en une unité de temps, réduisant ainsi les populations d'insectes tout en prévenant les épidémies. Parlons maintenant de leur pic d'activité. Généralement observés dans le coton entre le 40e et le 150e jour, leur nombre et leur diversité sont sensiblement plus élevés dans le coton cultivé dans le cadre du système de plantation à haute densité. Leur nombre est plus élevé vers la fin de la campagne, lorsque les autres prédateurs sont moins nombreux, afin d'éviter la concurrence. Maintenant, voyons les insecticides et leur toxicité. L'imidaclopride et le thiamédoxam ont une très faible toxicité pour les araignées en tant que traitement des semences. Le spinosate, l'indoxacarbe, le chlorantraniliprol et le spinotéram ont également une très faible toxicité pour les araignées, tandis que le flonicamide, le spirotétramate et le benzoate d'émamectine présentent une toxicité modérée. Le dicophile, le dinotéphuron et le diaphentyuron ont une faible toxicité contre les araignées.
Les parasitoïdes peuvent être des œufs, des larves d'œufs, des nymphes de larves, des nymphes et des parasitoïdes peut être simples, multiples, super ou hyperparasitaires. Le Trichogramma minutum est un parasitoïde important des œufs des insectes lépidoptères du coton tels que Helicoverpa. La femelle parasitoïde adulte pond des œufs sur les œufs frais d'Helicoverpa et ces dernières pondent les œufs isolés sous la pilosité qui les recouvre. À l'éclosion, les larves de parasitoïdes se nourrissent de l'embryon hôte en passant généralement par 4 stades larvaires et complètent son cycle de vie entre 7 à 10 jours. Un œuf hôte parasité devient noir en raison de la membrane vitéline qui devient noire lorsqu'il est parasité par Trichogramma sp lorsque ce dernier est au stade prépupal. Trichogramma bactriare est un parasitoïde important du ver rose de la capsule. Les femelles adultes ne survivent qu'une journée, durant laquelle elles cherchent et pondent dans les œufs de l'hôte. Actif en Inde de septembre à novembre. La plupart des insecticides utilisés dans le coton semblent avoir une toxicité modérée à élevée pour ce parasitoïde. L'imidaclopride et le thiaméthoxam, le flonicamide, tous utilisés contre les parasites suceurs, sont très toxiques pour la guêpe adulte. Le spirotétramate et le benzoate d'émamectine sont modérément toxiques, tandis que l'indoxacarbe a une toxicité très faible. La pentelle est un parasite nymphal larvaire et on a constaté qu'il parasitait des ravageurs lépidoptères de coton tout au long de l'année. Voyons le pic d'activité. Il pond des œufs, généralement un œuf, une larve, dans n'importe quelle partie du corps larvaire de l'hôte, sauf la tête et le 10e segment abdominal. Voyons maintenant leur cycle de vie. Les œufs éclosent en 24 heures et les larves du premier stade ont une corne caudale proéminente. Les larves d'apentelle flottent dans le liquide corporel de la chenille hôte. La larve du 3e stade émerge juste au moment où la larve hôte se transforme en nymphe et à l'émergence, les larves apentelles aspirent le fluide corporel de la nymphe hôte avant qu'elle ne tourne son cocon encore attaché à l'hôte. On observe généralement le parasitage des larves d'Anomys flava, de chenilles de capsule et d'Helicoverpa dans leur premier stade. Il est actif dans le coton au fur et à mesure que les lépidoptères parasites sont actifs dans la culture. Donc, ces larves, ces apentelles, Bracon sp et M. ebetor, ce sont un parasitoïde important des lépidoptères nuisibles dans l'écosystème du coton. Son incidence a été enregistrée à des niveaux plus élevés dans les bourgeons comparativement aux capsules. Le parasite est complètement absent en fin de campagne, en l'absence de bourgeons et de capsules tendres. La femelle du parasite pond jusqu'à 75 œufs en ponte multiple, de 5 à 10 œufs par ponte. Le parasitoïde femelle de M. ebetor préfère pondre sur des larves libres plutôt que sur des larves hôtes dans des cellules confinées. L'hôte est paralysé et 18 à 20 œufs jaunes sont pondus dans le corps de l'hôte. Le chlorantraniliprol et le cyantraniliprol sont inoffensifs à moins de 39%, tandis que le carbaryl et le spinosate ainsi que le spinetoram sont nocifs à plus de 99%.
Campoletes chloridae, il s'agit d'un parasitoïde nymphal larvaire. On a constaté qu'il préfère les deuxième et troisième stades larvaires d'Helicoverpa. La surveillance de ce parasitoïde a nécessité la collecte de larves de deuxième et troisième stade larvaires de chenilles. Ce parasitoïde est actif entre août et novembre dans les champs de coton. L'éclosion a lieu dans les 48 heures suivant la ponte. Les larves terminent leur développement au sein de l'hôte, sortent de l'hôte en les tuant, puis se métamorphosent en 5 à 7 jours avant l'émergence des adultes. La deuxième photo, les Chelonus. Le Chelonus est un endoparasitoïde larvaire solitaire et les adultes vivent en liberté. La femelle parasitoïde pond des œufs dans les œufs de lépidoptère tels que le ver de la capsule américain, Specnil pectinophora. Les larves se développent dans l'hémolymphe de la larve hôte et lorsque la larve hôte atteint le 4e stade après 12-14 jours, le parasitoïde tue la larve et quitte l'hôte. Une réduction de l'alimentation est constatée chez la larve infectée après environ 2 à 3 jours de parasitisme. Il est actif dans le champ de coton entre septembre et novembre. Et en matière d'insecticides, le fipronil, l'imidacloprid et les pyrétrines se sont avérés modérément nocifs, comme l'a signalé l'IOBC. L'Eretnocerus est un parasitoïde nymphal des 4 stades nymphaux de la leurode dans les champs de coton. La femelle parasitoïde pond l'œuf sur la face ventrale de l'hôte à proximité du proboscis et marque une nymphe parasitée par un mouvement de tambour après la rétraction de son ovipositeur. Les larves parasitées sont identifiées par une autre femelle adulte ovipositrice et sont évitées. Pendant le développement nymphal, la leurode mue et effectue des mouvements limités. La larve du premier stade pénètre l'hôte par le dessous. Le phlonicamide et le pyréproxyphène présentent une faible toxicité pour la guêpe adulte et le fipronil une toxicité modérée. Le spinosate, le diphenthyiron, le diméthorate et la clothianidine présentent une toxicité élevée, ainsi que l'imidaclopride et le mitomyl et acétamipride sont très toxiques pour l'Eretnocerus. Passons maintenant au cas de l'Encarsia, la deuxième photo à droite. Les aleurodes de coton sont les meilleurs hôtes pour l'Encarsia car le temps de développement du parasitoïde est plus court. Les adultes des Encarsia se nourrissent de miella et de l'hémolymphe de l'hôte qui suinte lorsqu'on le perce avec l'ovipositeur. Pour nourrir l'hôte, le parasitoïde utilise tous les stades nymphaux et de pupe de la leurode. Et le fourrage suivi de l'alimentation tue la leurode. Différents aleurodes sont utilisés pour l'alimentation de l'hôte. Pour la ponte, l'Encarsia choisit le 3e et 4e stade, ainsi que la stade de prépupe de la leurode. Le buprofézine, l'azadiroktine, la babnectine et le savon ont été jugés compatibles avec l'Encarsia. Les insecticides biologiques tels que Metarhizium et Verticillium se sont avérés inoffensifs. Le site web de l'OMS présente la toxicité des insecticides chimiques pour la santé humaine et classifie les insecticides en fonction de leur toxicité pour la santé humaine en utilisant le rat comme organisme modèle. Le site web de l'IOBC donne la toxicité d'insecticides spécifiques pour les principaux ennemis naturels par dose et par formulation. Le guide australien classe les pesticides
en fonction de leur toxicité pour les groupes d'ennemis naturels en utilisant un code couleur et quantifie la toxicité. Dans cette diapositive, nous voyons ici un petit film qui montre l'entente entre les pucerons et les fourmis qui les défendent contre les prédateurs en échange de leur miel. Donc, si vous regardez, vous verrez à un moment les pucerons qui vont se lever pour nourrir les fourmis avec leur miel. Et en échange de cette nourriture, les fourmis les préservent contre les prédateurs. Voilà, vous voyez, il lui donne le miel et il mange. Et les fourmis continuent à se nourrir ainsi. Là, on voit très bien cette nourriture, cet échange. Je vous remercie de votre attention.